Le château a un charme tout particulier. Alors nous avons un guide remarquable qui est Bernard Egel, qui est un historien du CRAMS, le Centre de recherche archéologique médiévale, et qui va donc nous emmener et nous donner des explications de choses que vous avez bien fait de rencontrer cet après-midi. En tout cas, merci de votre visite. Donc le Haubach, qui est la forteresse des évêques de Strasbourg, nommée l'œil de l'Alsace depuis le concile de Constance en 1415, a été érigé au-dessus des débouchés de la vallée d'Azorn vers la plaine d'Alsace, à 450 mètres d'altitude et à peu près à 2,5 km à vol d'oiseau depuis le centre de la ville de Saverne. Donc il est situé sur un rocher d'une dizaine de mètres de hauteur, duquel émergent trois grands rochers. Le rocher nord, encore appelé rocher septentrional, le rocher central, qui est le plus long, et le petit rocher sud, encore appelé Markfeld, et qui faisait partie du domaine de l'abbaye de Marmoutier jusqu'en 1168. Donc ce petit rocher est relié au rocher central par un pont qu'on appelle le pont du Diable. Alors le nom, pourquoi le nom de Haubach? Donc il apparaît dans les textes sous le nom de Bor ou de Bora. Donc la première mention pas du château, mais de la famille de Bor date de 1112. Et c'est un acte de l'abbaye de l'évêché de Strasbourg à l'occasion de la signature d'une charte. L'un des témoins, un certain Mercoto de Bor, est ministériel, c'est-à-dire c'est un chevalier au service de l'évêché de Strasbourg qui emprunte sans doute son nom patronymique au rocher sur lequel le château est établi. Donc nous avons un château qui s'appelle Bor. À partir de la fin du XVe siècle, il y a des mentions de bar. Et ensuite, à partir du XVIIe siècle, on a Hohenbach, et qui deviendra plus tard Haubach en français. Alors, le site a fait l'objet de découvertes pré-médiévales. Il y a une hache néolithique qui a été trouvée ici au XIXe siècle, qui se trouve au musée de Saverne. Il y a eu, à l'occasion de la fouille du puits inachevé, qu'on verra tout à l'heure à l'arrière du rocher central, de nombreux tessons proto-historiques de l'âge du bronze et de l'âge du fer qui ont été trouvés dans ce puits inachevé, ainsi que des tuiles romaines. Donc ce qui prouve que le site a sans doute été occupé depuis la nuit des temps. Donc nous allons commencer par l'époque romane. Donc comme dit, le château et le seigneur qui avait la garde du château, donc Merboto de Bor, apparaît dans les textes en 1112. En 1168, un second texte mentionne nommément le château, et c'est un texte qui relate le passage de Frédéric Ier, donc Frédéric Barberousse, dans la région, et il visite le château et conseille à l'évêque de Strasbourg d'acquérir le Markfeld, c'est-à-dire le petit rocher qui est situé au sud, qui faisait partie de l'abbaye de Marmoutier, et pour compléter la défense du château face au côté le plus menacé, c'est-à-dire le côté sud. Donc il faut savoir que de nos jours, la frontière entre le canton de Saverne et le canton de Marmoutier passe encore sous le pont du Diable. Même à l'époque, ils n'ont pas reculé la frontière.
situé dans la cour centrale, à droite de l'entrée romane. Elle a une nef romane et un chœur gothique. Le chœur gothique s'appuie sur des fondations romanes. Alors pourquoi cette différence de style dans ce bâtiment? Les historiens, les archéologues pensent que très vraisemblablement le chœur s'est effondré lors du tremblement de terre de 1356 qui a détruit la ville de Bâle et a été ressenti dans toute la vallée du Rhin jusqu'à Cologne. Donc il y a de nombreux châteaux qui ont subi des dégâts et on pense que comme le chœur de la chapelle était tout près de l'apic rocheux, cette partie s'est effondrée. Lorsqu'il a été reconstruit quelques années plus tard, on l'a reconstruit dans le style de l'époque qui était le style gothique. Ce qui explique cette différence de style entre le chœur et la nef. À l'époque de la Renaissance, sans doute à l'époque de Jean de Manderscheid, à la fin du XVIe siècle, la chapelle a été englobée dans un corps de bâtiment que l'on voit bien sur la gravure de Mérian, donc qui date de 1644. Et vous avez ici vous avez l'oriel de la chapelle et vous voyez qu'au-dessus de la chapelle, il y avait 2 étages qui ont été construits par-dessus. Donc cette chapelle était dédiée à la Sainte Trinité et vers le XVIe siècle, elle était dédiée à Saint Nicolas. Elle continuait après la destruction du château en 1649-1650. Elle continuait à faire l'objet de pèlerinages. Elle a été restaurée en 1880 par l'architecte des monuments historiques de l'époque, Charles Winkler, dans son aspect roman. Là, vous avez une gravure qui vous montre le bâtiment avant restauration. Vous voyez encore une partie de la façade du bâtiment Renaissance. Sur la petite fenêtre Renaissance qui est au-dessus du portail d'entrée, il y a une marque de tailleur de pierre, un Ehrenzeichen, c'est-à-dire une marque de compagnon, qui est la même que sur l'une des fenêtres du bastion de Jean de Manderscheid. Donc c'est bien le même artisan qui a fait les fenêtres du nouveau logis épiscopal et du bastion d'artillerie, ainsi que de la chapelle, de la fenêtre Renaissance de la chapelle. Nous avons ici le rocher nord, sur lequel a été découvert en 1993, à l'occasion de fouilles archéologiques qui ont duré 2 ans, les vestiges d'un donjon qui est conservé sur un peu plus d'1 mètre de hauteur, construit en pierre à bossage et qui a 7 mètres de largeur. À côté de cette tour a été découverte une citerne, les vestiges d'une citerne à filtration qui a été entièrement détruite jusqu'à la première assise. À côté de cette tour ont été découvertes 2 bulles papales. L'une est de Benoît XII et l'autre est de Grégoire IX. Donc Grégoire IX était pape de 1227 à 1241. C'est d'ailleurs ce pape qui a excommunié pour la première fois Frédéric II de Hohenstaufen, qui ne voulait pas tarder à partir en croisade. Et l'autre, c'est Benoît XII, qui était le dernier pape, je crois, avant les papes d'Avignon. Donc, en compulsant les textes d'archives, on a trouvé un texte de 1528 qui parle d'un Kanzleiturm sur le rocher nord. Alors, Kanzleiturm, c'est tour de la chancellerie. Alors, est-ce qu'il y avait la chancellerie épiscopale dans la tour, mais elle était relativement exiguë, ou est-ce que la tour a été construite, existait à côté de la chancellerie? Lorsque Jean de Manderscheid, à la fin du XVIe siècle, fait ériger son nouveau palace, on parle de Neue Kanzlei, donc de nouvelle chancellerie qui a été mise à l'abri dans ce nouveau palais.
Donc la présence de ces bulles papales montre qu'une partie des papiers de l'évêché avait été conservée ici au Hobart, dans cette chancellerie. Voilà, alors si vous voulez bien, on va continuer notre promenade. Donc nous allons passer à l'époque gothique. Donc la destinée du Hobart à l'époque gothique n'est connue que de manière très lacunaire. On note cependant un regain d'activité au château sous l'épiscopat de Jean de Lichtenberg, donc qui était évêque de Strasbourg de 1353 à 1365. On sait qu'il y a ordonné quelques constructions. De l'époque gothique, on peut dater l'entrée nord que nous allons voir tout à l'heure, la partie méridionale du mur d'enceinte, donc du côté ouest, la tour du puits et le dispositif d'entrée à Pont-Levis qu'on verra à la fin de la visite. Un texte d'archives daté de 1394 précise que le château était partagé entre deux ministériels de l'évêque. L'un s'appelait Egenolf de Lutzelbourg et l'autre Pierre Haas. Donc il s'engage envers l'évêque de Strasbourg, Guillaume d'Ist, à maintenir la forteresse en bon état et à n'y laisser entrer aucun ennemi de l'évêque. Voilà, si vous voulez me suivre. Voilà, nous sommes ici devant l'entrée nord. Donc cette entrée a sans doute été aménagée à la suite du partage du château à la fin du XIVe siècle. Non, du XVe siècle, pardon. Donc c'est une entrée avec un passage surmonté d'un arc brisé, donc un arc gothique. Il y a également un arc roman, donc peut-être que cette porte existait peut-être aussi déjà à l'époque romane. Et ensuite, il y a un arc surbaissé. Alors tout ce sandwich s'explique par le fait que au XVe siècle a été construit un grand bastion d'artillerie, qui est le bastion que vous voyez ici, qui se poursuit par là. Donc du côté est, il y avait des casemates, et du côté ouest, le bastion reposait sur le rocher. Donc à un moment donné, ils ont utilisé cette porte d'entrée comme dans l'autre sens, c'est-à-dire pour entrer dans le bastion en venant de l'intérieur du château. Il y a les vestiges d'une crapaudine qui montrent qu'il y avait une énorme porte qui fermait le passage depuis l'intérieur du bastion. Voilà. Alors nous avons devant nous ce qu'on appelle le Schnabel supérieur, donc c'est le bec supérieur qui est l'extrémité septentrionale du rocher nord et qui est construit dans un appareil à pierre à bosse avec trous de pince et signes lapidaires caractéristiques de l'époque de Jean de Manderscheid. L'ensemble des constructions de l'époque de Jean de Manderscheid, c'est-à-dire de la fin du XVIe siècle, sont caractérisées par des pierres à bossage qui portent deux signes distincts, deux marques distinctes. Donc l'une, c'est la signature du tâcheron qui a taillé le bloc, et l'autre, c'est une marque de hauteur d'assise. Donc en compilant les textes de l'époque, nous avons retrouvé un contrat d'un maçon de Marmoutier avec un certain Zwanger de Saverne. Donc la maison de Zwanger existe encore à Saverne. Et dans ce contrat, il est marqué qu'il demande la construction d'une tourelle d'escalier en vis avec des marches de
tant et tant de pouces de hauteur et tant de pieds de longueur. Nous sommes allés là-bas, nous avons mesuré toutes les marches, on a fait une division et on a vu que c'était les mêmes unités de mesure qui ont été utilisées ici à l'époque de Jean de Manderscheid pour construire les différentes constructions de l'époque. Nous verrons ça plus en détail quand nous serons au pied de la tour d'artillerie. Nous allons continuer par là. Nous savons par les textes d'archives que Jean de Manderscheid a ordonné des constructions dans le château entre 1583 et 1586. La dernière date connue, c'est 1586, c'est la date qui est marquée sur le portail, à l'intérieur du portail d'entrée. Jean de Manderscheid devient évêque de Strasbourg en 1568 et il meurt en 1590 alors que le Hobart venait tout juste d'être reconsolidé. Là nous sommes au pied d'un bâtiment qui devait être très spectaculaire, qui était son palais, qu'il a fait ériger à l'intérieur du château, car il a résidé l'escalier en 10 avec la rampe, donc qui desservait des étages. Et là, nous sommes à l'intérieur du bastion d'artillerie. Le restaurant, lui, est construit à l'emplacement du palais de Jean de Manderscheid. Et vous avez donc un étage de canonnière encore enfui. Et dans l'étage inférieur, il y a 2 canonnières et à l'étage supérieur, 4. Et vous avez donc sous les arcs, vous avez des extracteurs de fumée pour lorsqu'on tire au canon. Donc il y a à chaque fois 2 extracteurs qui vont dans un seul conduit et qui aboutit au sommet de la muraille. Donc là, les fenêtres monumentales montrent qu'il y avait ici un étage noble et au-dessus, sans doute, des chambres à coucher. Il a résidé relativement longtemps dans la forteresse, car c'était une période troublée des guerres de religion. On sait que le trésor de la cathédrale de Strasbourg a été mis à un moment donné à l'abri du château du Hobart. Donc ce palais était un bâtiment rectangulaire et qui était flanqué sur le côté nord par une tourelle d'escalier en vis qui desservait les 4 étages du bâtiment et du côté ouest par un petit chef-d'œuvre d'architecture militaire qui est ce bastion d'artillerie Renaissance. Donc il y a 4 niveaux. Le niveau inférieur qui actuellement est comblé présente 2 ouvertures de tir au canon. L'étage supérieur a 4 ouvertures de tir au canon. Le 3e étage devait être la salle d'apparat. Ça on le voit, ça c'est en raison de la présence de ces très belles fenêtres Renaissance.
Et il y avait un quatrième étage qui devait être les chambres, où devaient se situer les chambres à coucher. Donc nous allons continuer et nous verrons en passant un reste d'un mur gothique qui présente encore des ouvertures, des fentes de tir pour tir à l'arc. Mettez-vous tous à l'abri du Marfeld, je pense qu'il va encore tenir là pendant quelques minutes. Donc nous avons devant nous une petite tourelle de flanquement à partir de laquelle on peut longer le rocher et donc le passage est protégé par un petit mur qui a été arasé, que l'on ne voit plus que de l'extérieur et qui est un mur, ce qu'on appelle un mur de fausse braie, qui défendait la base du rocher. Un peu plus loin, dans ce couloir entre le rocher et le mur de fausse braie, nous avons découvert en 1986 un puits qui a été fouillé en 4 ans jusqu'à la profondeur de 25,35 m. C'est un puits inachevé, donc qui n'a jamais servi. Il y a au départ, dans la partie supérieure, une faille qui semble sortir du conduit et arriver à 25 mètres. Cette faille se retrouve sur l'ensemble de la surface du rocher. Donc ceux qui ont creusé ce puits se sont sans doute dit que l'eau risquait de s'échapper à cette profondeur en raison des failles. Donc avant que nous continuions, je vais parler de l'approvisionnement en eau du château. Donc le Hobart, c'est l'un des châteaux en Alsace avec le Haut-Königsbourg qui a le plus grand nombre de points d'eau. Donc vous avez ici le plan du château. En rouge, les citernes à filtration, donc il y en a 4. En jaune, les puits, donc le puits inachevé, le puits qui se trouve dans la tour près de l'entrée. Donc après l'abandon de ce puits, ils ont sans doute commencé le creusement du puits qui est de l'autre côté du rocher. Et ici, devant le restaurant, nous avons retrouvé enfoui un immense bassin qui servait de bassin de rétention d'eau et qui était couvert par des planches et qui était des réserves d'eau en cas d'incendie. Donc ça doit sans doute dater de la fin de l'existence du château, peut-être même de l'époque où le château a servi de garnison au XVIIIe siècle. Voilà. Donc quand il n'y avait pas d'eau sur un site, il n'y avait pas de château non plus. Donc la première chose qu'il fallait faire lorsqu'on construisait un château, c'est de s'assurer qu'on pouvait avoir facilement de l'eau sur le site. Donc il y avait différents types d'approvisionnement en eau. Il y a le puits, qui est extrêmement rare dans les châteaux, contrairement à ce que l'on pense. Il y a un château comme Wagenburg, qui était quand même un château où il y avait de nombreux habitants à l'intérieur. Il n'y a aucun puits, il n'y a qu'une citerne à filtration. Donc puits, citerne à filtration, citerne réservoir et source. On sait par les textes d'archives qu'on préférait faire du portage d'eau par temps de paix. Il n'y avait pas de menace sur le château. On préférait faire quelques kilomètres pour porter de l'eau depuis une source
que de boire de l'eau de l'intérieur d'une citerne à filtration ou du puits. Parce que les gens, généralement, quand ils étaient assiégés, qu'ils buvaient de l'eau des citernes, ils étaient malades. Donc ça, on le sait, c'est bien documenté par les textes d'archives. Donc une citerne à filtration, c'est les points d'eau les plus nombreux dans les châteaux. C'est pratiquement 90 à 95% des points d'eau dans les châteaux alsaciens. Et on les reconnaît tout de suite au diamètre de l'ouverture. Un puits, il faut au minimum 1,50 m, voire 1,80 m, 2 mètres, pour pouvoir creuser en profondeur. Une citerne à filtration, c'est le principe de fonctionnement est le suivant. Voici la citerne du château de Frankenburg que nous avons fouillé il y a quelques années. Donc le principe est le suivant. On creuse une fosse dans le rocher, une fosse qui peut être circulaire, carrée, rectangulaire, qui a une profondeur qui varie entre 3,50 m pour la plus petite au château du Wartenberg, au-dessus de Daubenschlagfelsen, jusqu'à près de 9 mètres au château de la Petite-Pierre, la citerne à filtration qui est dans le château de la Petite-Pierre à près de 9 mètres de profondeur. Donc c'est la plus profonde en Alsace. Ensuite, on murait un puisard central et ensuite on remplissait l'espace entre le puisard central et le rocher par des couches alternées de sable et de fragments de grès qui font office de filtre. On collectait l'eau de pluie depuis les toitures des bâtiments avoisinants. On injectait l'eau par l'intermédiaire d'un élément d'introduction d'eau en pierre. L'eau descendait au fond et c'est un système qui fonctionne comme un vase communicant. Donc il y avait le niveau d'eau est pareil dans le puisard central que dans le remplissage. Et ensuite on pouvait le puiser. Le problème c'est qu'il fallait couvrir la partie supérieure avec un dallage pour éviter les défections canines et les défections des oiseaux. Et on sait par les textes d'archives que tous les 10, 12 ou 15 ans, il fallait changer le filtre. Voilà, donc ça c'est le principe d'une citerne à filtration. Et on sait que la première chose qu'on faisait quand on érigeait un château, on aménageait une citerne à filtration. Ça, tous les châteaux ont au moins une citerne à filtration. C'est le meilleur moyen d'avoir très rapidement de l'eau sur place. Au château du Wartenberg, que nous avons fouillé pendant 12 ans, il y a 2 citernes à filtration qui ont été restaurées. La plus petite nous donnait en permanence de l'eau pour les travaux de consolidation pendant 15 jours à 3 semaines. Le splendide Marfels avec son mur bouclier pentagonal qui devait vraisemblablement être une tour à l'origine. Donc il faut dire que tous ces murs ont été rasés après la destruction du château. À l'époque, lors de la guerre de succession d'Espagne, au début du XVIIIe siècle, on a voulu reconstruire le château. Donc on a arasé le restant de murs pour en faire des plateformes d'artillerie. Que peu de gens connaissent. Si vous regardez bien, sur la base du rocher, vous voyez des figures qui sont taillées dans le roc. Certains ont été martelés, comme là-bas. Il y en a 5 ou 6 au total. Et c'est des figures qui ressemblent aux figures
romane qu'on voit sur la chapelle. Alors on ne sait pas de quelle époque ça date, mais en tout cas, il y a plusieurs têtes de ce type un peu partout autour du château. Donc la construction la plus ancienne du château se trouve à l'intérieur du logis roman qui couronne la partie nord du rocher médian. Donc cette construction, on sait par les textes d'archives que c'était les appartements de l'évêque au XIIe siècle. Et à l'intérieur, le mur sud, à l'intérieur, on voit qu'il est réalisé en deux parties, dont une partie ancienne en appareil lisse avec des assises irrégulières, un appareil caractéristique de la fin du XIe, début XIIe siècle. Et il s'agissait à l'origine d'un donjon qui était appuyé sur le petit rocher qui est à l'extérieur du logis roman. Donc là, malheureusement, on ne peut pas monter, c'est trop dangereux aujourd'hui. Mais si vous montez un jour là-haut, Bon, alors l'une des pièces les plus belles du château, c'est cette entrée monumentale. Il n'y a d'équivalent dans la région que l'entrée du château de Heidelberg. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre de portail Renaissance. Donc nous avons un arc en plein cintre, flanqué de deux pilastres toscans. Au-dessus, un tableau surmonté d'un fronton triangulaire. Au milieu du tableau, il y a les armoiries de Jean de Manderscheid. Et de part et d'autre, deux cartels, donc avec une inscription latine, donc que je vais vous traduire. Donc il y a marqué Jean, par la grâce de Dieu, évêque de Strasbourg, landgrave d'Alsace, de la famille des comtes de Manderscheid-Blankenheim, a restauré, fortifié, consolidé cette forteresse qui depuis longtemps était négligée et ruinée pour la protection de ses sujets et sans intention inamicale contre personne en l'an 1583. Voilà, donc donc simplement encore un mot pour vous parler de cette tour et du dispositif d'entrée à Pont-Levis que nous allons voir maintenant. Et en passant à gauche, vous verrez la conciergerie, qui est le bâtiment dans lequel nous réchaufferons tout à l'heure. Conciergerie qui, en 1805, était encore entière avec son toit. Elle a été presque bien restaurée, à part que cet oculus-là, nous l'avions trouvé inclus au pied du bâtiment, on n'en a pas pris compte, il aurait fallu surélever légèrement le bâtiment. Voilà. Donc nous sommes ici. Nous avons devant nous l'entrée romane du XIIe siècle. Le seuil actuel n'est pas le seuil de l'époque. Le niveau du seuil a été abaissé à plusieurs reprises, sans doute en raison de la raideur de la rampe.
Et au XVe siècle, fin du XVe siècle, a été aménagée cette entrée à Pont-Levis qui devait sans doute se situer dans une tour-porte. Donc ce dispositif a été découvert en 1979, a été fouillé pendant 2 ans. Et nous avons trouvé la fosse du Pont-Levis qui fait toute la largeur de la rampe, qui a à peu près 3,50 m de profondeur. Depuis, c'est que des cochonneries qui ont été jetées dedans. Donc, voilà. Donc, à l'époque, le fond était 3,50 m plus bas. Nous avons retrouvé, lors des fouilles, nous avons retrouvé la plupart des éléments en fer du Pont-Levis, ce qui a permis de le restituer. Voilà. Nous avons ici la fosse. Nous avons de part et d'autre, maintenant ils sont couverts, espèce d'échancrure en quart de cercle qui permettait de faire pivoter les contrepoids du tablier. Ce pont-levis était flanqué d'une tour circulaire dont vous voyez encore des vestiges de ce côté-ci. À l'extérieur, la tour est pentagonale parce qu'elle a été reconstruite au XVIIIe siècle sous forme pentagonale, alors qu'à l'époque, elle était circulaire. Et on voit ici sur la gravure de Mérian, qui date de 1644, cette tour circulaire. Donc à l'intérieur, il y a un escalier, des marches en pierre qui descendent à l'intérieur de la tour. Et à l'extérieur, nous avons retrouvé en fouille la base circulaire de la tour d'origine, sur laquelle repose maintenant, vous voyez derrière vous, la tour du puits, où se trouve le puits du château. On ne connaît pas sa profondeur, actuellement il y a quelques mètres de profondeur, mais on pense qu'il doit avoir au moins 20 ou 30 mètres de profondeur. Et en haut, vous avez des éléments avec des armoiries. Vous voyez, presque au sommet de la tour. Donc, c'est un ensemble composé de 2 plaques de grès avec un cadre chanfreiné. Sur le cadre chanfreiné, il y a marqué par Monseigneur Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg, en latin, bien sûr. Et il y a les armoiries de Jean de Lichtenberg. Et dessous, il y a une inscription qui est difficilement déchiffrable. Donc les historiens, les linguistes se sont penchés là-dessus. Et c'est en fait, il s'agit d'un vœu dont se seraient acquittés les fidèles en 1360 à la fête de la Sainte Trinité en reconstruisant le chœur de la chapelle castrale qui, comme on l'a vu tout à l'heure, a sans doute été détruit en 1356 lors du tremblement de terre. Voilà, donc je vais vous montrer la plaque qui a été dessinée par Émile Audibier, qui était conservateur du musée de Saverne à l'époque. Voilà, donc c'est cet ensemble d'éléments qui ont été inclus et qui ne sont pas à leur place d'origine, bien sûr. Le soubassement de la tour du puits date de l'époque gothique, ça on le voit au type d'appareil en fer à bosse. Et la partie supérieure a été reconstruite à une époque plus récente. En haut, il y a un petit passage au niveau du rocher qui permet de regarder à l'intérieur de la tour du puits. Et on voit une grande échancrure en forme de demi-cercle. Et c'est un emplacement pour une roue de levage pour tirer les seaux. Voilà, donc si vous levez la tête, vous voyez l'entrée moderne du logis roman, qui étaient des appartements épiscopaux jusqu'à l'époque de Jean de Manderscheid. Ça, on le sait grâce à des inventaires du XVIe siècle qui décrivent des chemins de ronde, qui décrivent ce qu'il y avait dans chaque pièce. Donc nous sommes assez bien documentés sur le château au XVIe siècle. En tout et pour tout, il y avait 4 hommes d'armes au XVIe siècle pour défendre le château. Donc le bailli
qui avait la garde du château à l'époque, habitait sur le Markfeld avec sa famille et les 4 hommes d'armes. Et on sait par les rapports d'inspection qu'il y a 2 de ces hommes d'armes qui faisaient la ronde pendant la moitié de la nuit et les 2 autres pendant l'autre moitié. Donc on sait, grâce aux descriptions, où se trouvaient à peu près tous les bâtiments qu'ils traversaient, donc qui étaient décrits dans ce rapport. On sait que la poudrière et le dépôt d'armes étaient entre le rocher et la chapelle. Voilà, donc si jamais il y en a qui laissait tomber un mégot, il n'y a plus de chapelle. Ah oui. Schmeckt so gut. Schmeckt gut. Oh, ja. Oui, quand c'est mouillé, ça va. Praticable. Et alors, merci aussi à l'équipe des cuistots qui nous prépare donc les crêpes. Voilà, alors je vous souhaite encore une bonne rentrée à tous et à tous. Et bon, à la prochaine fois peut-être.